J'attends qu'il y ait quelques personnes quand même. Je pense qu'on attend encore 3 petites minutes. D'accord. On peut se lancer. Ok, on va y aller, je pense. Donc merci à tous de participer à ce webinaire, ce premier webinaire du DJI WACAF de la saison 3, qui va se concentrer sur la modélisation de dérives de nappe dans la préparation et la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en mer. Donc je vais commencer par présenter les intervenants, présenter très brièvement le DJI WACAF et on entrera ensuite dans le vif du sujet. Au niveau des intervenants, nous avons dans un premier temps Vincent Gouriou, qui est membre du CEDRE, ingénieur de recherche spécialisé dans la géomatique et les outils d'aide à la décision. Il participe notamment à différents projets visant à améliorer et développer les outils informatiques opérationnels du CEDRE, ainsi qu'à d'autres projets dans le domaine de la modélisation et de la gestion de données opérationnelles. Bienvenue Vincent. Merci. Bonjour à tous. Aux côtés de Vincent, nous avons Pierre Daniel, qui est directeur de l'équipe de modélisation de la dérive océanique au sein de la direction de la prévision marine et océanique de Météo France. Il est notamment expert auprès de l'Organisation météorologique mondiale pour toutes les questions relatives à la réponse aux urgences environnementales marines. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Merci, bonjour à tous. Moi, je suis Rima Lamir, donc je suis coordinatrice du projet DJI WACAF depuis octobre 2022 et je suis ravie d'organiser ce webinaire pour vous aujourd'hui. Donc, voici les intervenants. Au niveau du DJI WACAF, donc pour une présentation très brève, le DJI WACAF a été lancé en 2006. C'est l'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. C'est un partenariat entre l'Organisation maritime internationale et l'IPIECA, qui est une association mondiale d'études des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier,
notamment pour renforcer la capacité des pays partenaires à se préparer et à lutter contre en matière de pollution par les hydrocarbures. Donc l'objectif principal du projet GIWACAF est de développer et de consolider les systèmes nationaux de préparation et de lutte contre les déversements d'hydrocarbures de 22 pays partenaires de l'Afrique occidentale, centrale et australe. Donc le projet s'inscrit dans l'esprit des dispositions énoncées par la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. Donc c'est la convention OPRC 90. Donc pour remplir sa mission, le projet GIWACAF organise des ateliers, des séminaires et des exercices dont l'objectif principal est de communiquer sur les bonnes pratiques existantes dans tous les aspects de la préparation et de la lutte, donc en s'appuyant sur l'expertise qui peut provenir des gouvernements, de l'industrie, mais aussi d'autres organisations exerçant dans ce secteur dédié. Pour préparer et mettre en œuvre ces activités, le projet s'appuie notamment sur un réseau dédié de points focaux qui sont issus des autorités nationales compétentes et des bureaux locaux de l'industrie pétrolière. Donc, comme je l'ai mentionné, le GIWACAF se base sur la convention OPRC et notamment sous différents volets, différents piliers. Donc le pilier qu'on va toucher aujourd'hui avec notre webinaire, c'est le pilier qui organise des workshops, des exercices et des séminaires. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant. Je vais donc présenter rapidement le plan de ce webinaire. Donc on va s'attarder sur la modélisation de dérives de nappes dans la préparation et la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en mer. Donc, dans un premier temps, on va toucher à l'objectif des outils de modélisation. Quels sont leurs principaux objectifs, le pourquoi on utilise la modélisation. Ensuite, quelles sont les informations nécessaires à la modélisation, donc comment modéliser, en présentant les principales catégories de modèles avec différents exemples. On fera ensuite deux démonstrations avec l'utilisation de Moti et de WebGNOME pour ensuite analyser ces démonstrations et pour ensuite transitionner sur les limites à l'utilisation de la modélisation et pour enfin conclure ce webinaire. Donc je vais laisser la parole à Vincent. Je vais le laisser partager. Alors, je vais partager ma fenêtre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on entend très bien. Excusez-moi, voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Très bien. Ouais, je peux peut-être juste mentionner rapidement logistiquement le déroulé du webinaire. Donc on a 1 heure de webinaire. Il y aura 2 quiz interactifs entre les présentations et ainsi qu'un temps de réponse aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Il y a un chat dédié, donc Q&A only, aux questions que vous pouvez poser pendant la présentation, auxquelles on va répondre à la fin du webinaire. Merci. Je laisse la parole maintenant. Merci. Donc en fait, moi, je vais commencer par parler des objectifs des outils de modélisation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces outils? Pourquoi c'est important dans la lutte anti-pollution et pour définir les stratégies? Eh bien parce que en fait, ces informations en fait vont permettre sont nécessaires pour définir des stratégies, c'est-à-dire est-ce qu'on va plutôt pomper ou collecter le polluant en mer, est-ce que il faut protéger le littoral par rapport à des risques d'arrivage, est-ce qu'on va pouvoir disperser et à quel endroit le polluant. Donc toutes ces informations, toutes ces stratégies en fait, elles vont être définies, elles vont pouvoir être améliorées grâce à la prévision à la fois du transport de la dérive de la nappe en mer et savoir à quelle zone, quel littoral risque d'être touché, et également grâce au comportement au modèle qui va permettre de modéliser le comportement qu'on appelle aussi le vieillissement des hydrocarbures et qui vont nous permettre aussi de définir des stratégies de lutte anti-pollution. Donc en fait, ces outils, il faut les utiliser dès que possible suite à un déversement. Pouvoir anticiper au maximum la lutte, mais aussi recaler dès qu'on a des nouvelles informations sur les observations, grâce à des observations aériennes, des observations satellites ou des bouées qu'on va larguer en fait sur la nappe dès le début de la pollution, tout au cours de la pollution,
on va devoir recaler aussi ces modèles par rapport aux nouvelles informations. Donc, quasiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, on va essayer en fait de recaler ces modèles. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est un exemple de modèle qui s'appelle Oilmap. Je vous présenterai un peu plus tard ce modèle. Donc tout d'abord, pour pouvoir utiliser ces modèles, l'information, enfin, pour avoir une plus grande fiabilité et pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles, c'est important d'avoir des informations aussi précises que possible en entrée. Donc tout d'abord, identifier le type d'hydrocarbure auquel on a affaire. Alors c'est vrai que c'est pas toujours possible de le connaître, hein. Alors pour les dérives de nappe, c'est vrai qu'on va pouvoir quand même faire tourner le modèle de transport de dérives de nappe sans avoir des informations très précises sur les caractéristiques du polluant. Par contre, si on veut faire tourner le module de vieillissement, le comportement, là, effectivement, on va avoir besoin d'informations très précises sur le polluant. Donc les informations les plus importantes pour qui vont comment dire, donner des bons résultats dans la modélisation, ce sont les vents et les courants, donc les données environnementales. Donc à une époque, avant que les modèles existent, des modèles mathématiques avec des algorithmes qui permettent de calculer voilà, de façon rapide les résultats, on utilisait en théorie en fait sur des cartes papier une somme vectorielle qui correspondait environ à 3% de la vitesse du vent et 100% du courant. Donc en fait, quand on additionnait ces deux sommes vectorielles, on avait approximativement une dérive de nappe globale qui était définie. Ça reste une théorie, hein, parce que parfois dans certaines zones il n'y a pas de courant, donc voilà, on est bien évidemment sur une généralité. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est le courant en général qui va être le paramètre le plus important dans le cadre de la dérive de nappe. Encore une fois, c'est une information générale. On va aussi avoir besoin, donc pour faire tourner ces modèles, de données de courant et de vent qui peuvent être des données locales, plus précises, ou régionales, ou encore mondiales et globales. Donc ça, tout à l'heure, Pierre Daniel de Météo France vous en parlera un peu plus de façon détaillée. On va pouvoir collecter sur des serveurs web notamment, donc qui permettent un accès assez rapide. Parfois, ces données il y a quand même pas mal de données qui sont gratuites, hein, qu'on peut télécharger. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Certaines sont payantes ou en tout cas nécessitent des démarches. Évidemment, l'emplacement, le site du déversement est très important. Plus on va avoir des informations sur le lieu, sur la quantité, savoir si c'est un déversement instantané ou continu qui va durer plusieurs heures, si c'est une fuite qui est en surface, sous la surface, au fond de l'eau. Toutes ces informations-là, évidemment, elles sont très importantes et très intéressantes pour la modélisation. Et enfin, toutes les données sur la température de l'eau, la salinité, l'état de la mer ou autres, qui peuvent être configurés lorsqu'on fait qu'on paramètre le modèle. Donc assez rapidement, les grandes familles de modèles, hein, donc je vous ai déjà parlé des modèles de comportement, de vieillissement, qui vont permettre de calculer l'évaporation, l'émulsification, lorsque le pétrole va s'émissionner, agréger de l'eau, et donc son volume va augmenter également. La dispersion du pétrole dans la colonne d'eau, l'évolution de la viscosité, donc toutes ces informations en fait vont apporter aussi des informations essentielles pour la lutte. Je vous en parlerai tout à l'heure en vous présentant Adios. Les modèles de transport, on peut appeler aussi les modèles déterministes, qui sont en fait liés à un scénario précis, donc sur un accident, un jour donné, à une heure donnée, sur un site de déversement, on va modéliser une dérive qu'on peut qu'on peut utiliser. Donc ce sont des modèles qu'on peut utiliser aussi dans ce qu'on appelle des modèles stochastiques ou plutôt statistiques, et c'est-à-dire que dans ces modèles, en fait, on va plutôt rechercher des probabilités de dérive c'est plutôt des modèles qui vont être utilisés dans les plans d'urgence, dans les études,
Ça, je vous montrerai un exemple aussi tout à l'heure. Et enfin, les modèles à rebours qui vont, on va entre guillemets remonter dans le temps en fait, à partir d'un arrivage ou à partir d'une observation en mer. On va modéliser en fait à rebours le vieillissement. On va modéliser, excusez-moi, on va modéliser comment dire, remonter à l'origine. Ça peut être utile par exemple pour les dérives, l'origine des rejets illicites. Donc en fait voilà quelques exemples de modèles qu'on utilise qui sont alors pour certains des modèles commerciaux. Donc en fait par exemple Oilmap de RPS, le groupe américain, Oscar du Syntef, Mike de DHI, Uosis de BMT. Donc ça ce sont des logiciels. Donc vous avez besoin d'une licence, vous payez en fait un abonnement annuel ou l'achat du logiciel au départ. Mais il y a aussi, et de plus en plus, des modèles open source, des modèles gratuits et également des modèles institutionnels. Donc, on vous en parlera tout à l'heure, notamment de WebGNOME ou d'Adios 2, en fait, qui sont fournis gratuitement par la NOAA et qu'on peut, donc voilà, qui vont nous permettre de faire de la modélisation à la fois de transport et également de comportement d'hydrocarbures. OpenDrift, donc c'est un modèle de l'Institut norvégien météo qui va permettre également de faire de la dérive de nappe, mais qui nécessite une installation sur un logiciel, donc ça nécessite un petit peu sur en bureautique, donc ça nécessite un petit peu de compétences. Moti, on en parlera tout à l'heure, aussi qui est disponible à l'échelle mondiale et qui peut être accessible dans le cadre du SIUPN. Donc Pierre vous en parlera tout à l'heure. Et enfin, WheatOil, qui est aussi une plateforme sur Internet où vous pouvez vous connecter et faire tourner des modèles en se connectant à l'adresse qui est ici. Donc le logiciel Oilmap, voilà, c'est juste un exemple, c'est pour illustrer un petit peu le genre de... Alors, est-ce que on voit la vidéo? Voilà. Donc en fait, Oilmap est un modèle fourni par RPS qui permet de modéliser le transport de la nappe. Vous voyez ici donc le transport, les arrivages, donc sur un fond cartographique, un type SIG, avec à la fois des informations sur le comportement du produit qui va évoluer dans le temps. Donc c'est une modélisation qui a lieu sur à peu près une journée, et vous voyez aussi donc l'évolution de l'évaporation, de la dispersion. Donc voilà, ça vous permet aussi à la fois d'avoir des informations sur le transport et sur le comportement du produit sur une seule carte. Donc relativement simple d'utilisation, donc c'est assez opérationnel. Donc je vous parlais tout à l'heure des modèles statistiques stochastiques. Donc ça va être un peu plus clair avec cette, j'espère, en tout cas avec cette slide, puisque là en fait vous allez pouvoir voir que c'est vraiment une étude statistique. On va lancer par exemple 500 scénarios, on va dire sur 5 ans ou sur 10 ans, sur une saison en particulier, sur un site bien précis. Ça peut être par exemple sur un site où voilà il y a un risque de pollution par rapport à une plateforme ou une zone accidentogène ou autre. Et donc, on va pouvoir, à partir des résultats de ces 500 scénarios, enfin, 500, mais ça peut être 1000 ou 2000, on va pouvoir visualiser la probabilité de présence de la nappe. Donc ici, en fait, en fonction de la densité du verre sur la carte du haut, vous voyez quelle zone, en fait, à la fois à terre et, enfin, en mer et à terre, est la plus à risque. En tout cas, risque d'être impacté le plus par la nappe de pétrole d'une façon statistique et voilà, c'est vraiment lié à la probabilité liée à ces différents scénarios. Et sur la deuxième carte, donc en bas, vous voyez le temps minimum pour atteindre la côte. Donc ça peut être très utile puisque en fait vous allez pouvoir savoir combien d'heures, donc quel est le temps minimum pour atteindre la côte, et donc combien d'heures vous avez pour anticiper à la fois la protection du littoral ou la récupération en mer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ces outils stochastiques. Bon, ils sont plus sophistiqués, plus chers également, nécessitent plus de données de préparation.
Donc, c'est vraiment des outils qui sont utilisés dans le cadre de plans d'urgence, plutôt, enfin, d'études, qu'on va pas utiliser de façon opérationnelle. Donc, je vous en dirai pas plus aujourd'hui, en tout cas pour ces modèles, pour cette famille de modèles. Donc, un autre exemple, donc c'est WebGNOME. Donc, tout à l'heure, je vous ferai une démonstration de cet outil. WebGNOME qui est fourni par la NOAA, en fait, et qui fournit donc à la fois des prévisions sur le transport, mais aussi sur le vieillissement. Donc, en fait, vous vous connectez sur comment dire, le lien qui est affiché ici pour collecter les données de vent et de courant. Vous pouvez également télécharger les vôtres et ensuite vous allez configurer votre scénario et obtenir des résultats assez rapidement. Donc on verra ça tout à l'heure lors de la démonstration. Et enfin, voilà, je vous en parle aussi parce que parfois on n'a pas forcément besoin de coupler le modèle de transport et le modèle de vieillissement. Donc on peut utiliser Adios qui est un modèle de comportement et de vieillissement tout seul. Donc il est également fourni par la NOAA. On le télécharge sur le site internet de la NOAA. Et donc on va pouvoir comment dire voilà, modéliser à la fois en rentrant des informations sur la température, enfin quelques informations assez succinctes sur la température, la salinité, évidemment la caractéristique il faut bien identifier avant la caractéristique du polluant. On va pouvoir avoir des informations sur l'évaporation, l'émulsification, la dispersion, la viscosité. Donc, avec ces informations-là, on va savoir, par exemple, si on veut pomper l'hydrocarbure, s'il n'est pas trop visqueux, quelle pompe utiliser, si on peut le disperser, parce qu'on va pas pouvoir disperser au-delà d'une certaine viscosité. En fonction de la densité, on va savoir s'il y a il risque de couler ou pas. Avec l'évaporation, on va savoir si le polluant va s'évaporer intégralement dans les prochaines heures ou si c'est pas le cas. Savoir s'il va s'émulsionner et donc son volume va pouvoir augmenter, parfois doubler dans certains cas. Donc toutes ces informations-là sont vraiment utiles pour la stratégie de lutte. Et donc à présent, je vais passer la parole à Pierre Daniel qui va vous présenter donc le modèle MOTI de Météo France. Oui, merci. Donc je vais vous présenter le modèle MOTI. Donc le système MOTI, en fait, il a 3 modules. Il y a un module hydrocarbures avec lequel on a beaucoup d'expérience puisqu'il a été installé depuis 1994. Donc on a 30 ans d'expérience de ce module, donc on le connaît très bien. On a aussi 2 autres modules, un pour la dérive de conteneurs et un pour les opérations de recherche et de sauvetage. Donc c'est un service d'intervention d'urgence. On a en permanence des prévisionnistes marines qui sont capables d'activer le système. Ils sont 4 pendant la journée et 3 la nuit. Donc on peut lancer le modèle 24 heures sur 24. On a généralement des temps de mobilisation qui sont inférieurs à 30 minutes, particulièrement pour des opérations de recherche et sauvetage. Bon, pour du pétrole, en général, on a moins besoin d'être aussi rapide, mais voilà, on a cette capacité. Alors, on a aussi une capacité de réponse globale. On peut répondre partout dans le monde, cependant avec quelques limitations que je vous présenterai tout à l'heure. Donc sur la diapo suivante, on voit que ça représente tous les endroits où ont été activés le modèle MOTI en 2022. Chaque étoile rouge, ça représente un lancement de MOTI. Donc vous voyez que c'est surtout sur des zones françaises, mais aussi il y a quelques zones autour de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, où le système a été activé. Alors, en général, bon, ça représente l'ensemble des demandes. On a environ 40% des demandes qui concernent des dérives de pétrole. Alors voilà des exemples de prévisions de dérives. Donc à gauche, c'est une prévision de dérive issue d'un déversement opérationnel d'un navire. Donc vous voyez toute une traînée en rouge ici, c'est l'observation de polluants. Et donc, on fait une prévision de dérive à partir de cette observation initiale. Et donc, vous voyez que sur l'animation, le pétrole se disperse donc en s'étalant. Il y a une surface plus grande au bout de quelques heures. Et puis, il dérive en fonction principalement du courant ici, puisqu'on a des vents très faibles.
En haut à droite, c'est un autre exemple dans une zone où on a des courants de marée très forts. Donc, vous voyez que le pétrole fait des allers-retours. Ça, c'est dû au courant de marée. Et puis le vent, on a du vent de sud-ouest qui le pousse vers le nord-est. Et enfin, en bas à droite, c'est un exemple de prévision probabiliste à partir d'un grand nombre de scénarios météorologiques. Eh bien, on fait des prévisions probabilistes où on a des zones en rouge qui correspondent aux zones de plus forte probabilité de présence du pétrole, alors qu'en vert, on a des zones de plus faible probabilité, mais qu'on ne peut pas exclure dans la prévision. Ça, c'est ce genre de choses, on l'utilise en général quand on fait des prévisions à plus long terme, jusqu'à 10 jours, pour vérifier s'il y a un risque d'atteinte d'une côte, alors que les prévisions déterministes, on les fait plutôt pour des prévisions à plus court terme, jusqu'à 2 ou 3 jours. Alors ça, c'est un schéma qui présente l'architecture du système. Donc MOTIS, c'est un modèle qui est un peu à part parce qu'il embarque son propre module hydrodynamique de calcul des courants. Alors c'est très utile lorsque on est notamment en zone côtière, en eau peu profonde. Ça va apporter une précision supplémentaire par rapport aux courants qu'on peut trouver dans des modèles qui sont disponibles sur Internet ou par ailleurs. Et d'autre part, c'est un modèle qui va cibler sur tous les processus qui se passent dans les premiers mètres sous la surface de la mer. Parce que le pétrole, il est transporté à la surface de la mer, mais il y a aussi une partie du pétrole qui se trouve un petit peu en dessous et qui ne va pas forcément dériver à la même vitesse. Donc MOTIS a la capacité de prendre en compte ces phénomènes, donc, ce qui lui donne un avantage important. Donc on combine ce module qui représente les courants haute fréquence, dus au vent à la marée, avec des courants basse fréquence qui sont issus de modèles océaniques. On combine ça aussi avec le vent qui est issu des modèles atmosphériques dans un module de calcul de dérive qui est en 3D. Donc on calcule le mouvement du pétrole à la fois sur l'horizontale mais aussi sur la verticale, avec une partie du pétrole qui est susceptible de dériver sous la surface. Donc ensuite, on va fournir les prévisions sous forme d'images, d'animation, mais aussi de fichiers numériques dans différents formats, ce qui permet de les insérer dans des systèmes d'information géographique ou différents logiciels qui sont utilisés par nos clients. Donc on peut soit les mettre à disposition sur des sites internet dédiés ou les envoyer par mail, voire par fax si il y a des problèmes. Alors le dernier incident significatif qu'il y a eu à proximité de l'Afrique, c'était l'accident du Wakashio. C'est un vraquier qui s'est échoué sur un récif de l'île Maurice. Et donc on a fait des prévisions de dérive pour voir quel était le littoral qui allait être pollué par le carburant qui était dans le navire. Et puis, on a aussi examiné s'il y avait un risque pour l'île de la Réunion, qui est à 200 km à l'ouest de l'île Maurice, pour pouvoir se préparer en cas d'arrivée de pétrole. Bon, en effet, il n'y a pas eu ça n'a pas atteint l'île de la Réunion. Mais, voilà, c'est un exemple. Donc, on peut à la fois faire des calculs pour le littoral très proche, là c'était dans le lagon, et aussi si on a une côte qui est beaucoup plus éloignée, comme c'était le cas ici avec l'île de la Réunion. Alors, donc, le modèle MOTIS, il a aussi la capacité de faire des dérives à rebours. Donc ça, c'est très utile pour savoir d'où vient une pollution. Vous avez une nappe de pétrole qui arrive sur une plage et vous voulez savoir d'où elle vient. Alors, elle peut venir d'une épave qui fuit, elle peut aussi venir d'un navire qui a relâché du pétrole. Ça peut servir aussi en cas d'accident d'avion. On a eu l'exemple du vol égyptaire entre Paris et Le Caire, qui s'était crashé en Méditerranée en 2016. On avait fait des dérives à rebours de débris
et de pétrole, de kérosène. Et en croisant ces dérives, on a pu remonter à l'épave et donc aux enregistreurs de vol, ce qui a permis de déterminer la cause de l'accident. Ça, c'est des techniques qui sont vraiment très, très utiles dans ce genre de cas. Alors une autre application du système, c'est, Vincent en a parlé tout à l'heure avec OIMAP, là on a aussi la capacité de faire une analyse statistique des trajectoires. Donc en fonction d'un risque potentiel, soit issu d'une épave, soit issu d'une installation pétrolière ou autre, eh bien on peut évaluer les menaces potentielles sur des sites sensibles, pouvoir dire en combien de temps le pétrole peut arriver à la côte, pouvoir estimer l'impact des quantités aussi qui peuvent arriver. Et donc ça permet aux équipes de lutte de pouvoir s'organiser et de pouvoir gérer au mieux les équipements et de les mettre aux bons endroits. Donc là, la carte qui est en dessous, c'est un exemple d'une simulation qui a été faite pour estimer les risques liés à une épave qui fuyait. Donc on avait fait tourner le modèle pendant 30 ans en le faisant fuir tout le temps. Donc ça représentait plus de 200 000 simulations de trajectoire. Donc ça permettait d'avoir une estimation assez précise à la fois en fonction de la saison, puisque selon les saisons, on peut avoir des choses un peu différentes, et de l'étendue de la zone susceptible d'être touchée. Nous avons un premier quiz. Normalement, c'est dans votre chat que le quiz va apparaître et dans lequel vous pouvez répondre. Donc, première question, comment calculer manuellement la dérive d'une nappe? Une faute de frappe. Comment calculer manuellement? Avec 3% du vent ou 100% du courant? Avec 3% du courant et 100% du vent. Si vous êtes en plein écran, vous pouvez quitter le plein écran et accéder au chat. Ou alors juste en dessous du chat. Alors nous avons des réponses. Je vais publier les réponses normalement. Et du coup, la réponse c'était 3% du vent et 100% du courant. C'est la bonne réponse, effectivement. C'est 3% du vent et 100% du courant. C'était pour montrer à quel point le courant était vraiment prépondérant dans la dérive de nappe. Encore une fois, c'est une généralité. Il y a plein de cas, il y a plein d'exceptions, effectivement, notamment dans des zones où il y a très peu ou pas de courant. Mais il faut garder ça en tête, en tout cas, pour prendre un peu de recul ensuite sur les résultats des modèles. Alors, la deuxième question, quel modèle utiliser pour calculer une dérive de nappe? Moti, WebGNOME ou Adios? Normalement, il y a plusieurs réponses. Et je ne sais pas si vous pouvez sélectionner plusieurs réponses, normalement c'est bon. Est-ce que vous avez tous accès aux réponses pour le quiz? Ok. Donc quelles étaient les bonnes réponses? Quel modèle utiliser pour calculer une dérive de nappe? Vincent ou... Alors en fait, c'est Moti et WebGNOME. Puisque Adios, en fait, c'est un module donc, un modèle de la NOAA qui permet uniquement de modéliser le vieillissement, le comportement des hydrocarbures. Super. Voilà. Hop. Et dernière question pour ce mini-quiz. Hop. Quel modèle utiliser pour évaluer le vieillissement d'une nappe? Moti, WebGNOME ou Adios?
Nous avons une réponse majoritaire pour Adios. Adios, et c'est une réponse correcte. On aurait pu ajouter aussi WebGnome, puisque c'est vrai que j'en ai parlé, on n'a pas encore fait la démonstration, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a également un module de vieillissement qui est intégré dans WebGnome. Par contre, dans Moti, on va modéliser uniquement le transport et la dérive. Donc il ne fait pas partie des modèles qui peuvent modéliser le comportement, effectivement. Normalement, nous avons fini les premières questions de quiz. Nous pouvons continuer sur la présentation. Est-ce que Vincent... Oui, voilà, c'est super. Oui, j'ai repris la main. Alors, du coup, je rends la parole, je laisse la parole à Pierre. Oui, merci. Donc là, on va réaliser un exemple de dérive de nappe. Donc là, on est au large du Sénégal. Donc pour faire une demande de dérive, il faut envoyer un formulaire. Donc là, c'est l'exemple du formulaire du CEDRE, où on renseigne les caractéristiques de l'accident. Donc ici, on voit que ce qui a été surligné en jaune, il s'agit d'un accident réel, ça n'est pas un exercice. On demande une dérive directe, et pas un rebours. On veut avoir les prévisions tout de suite, on est pressé. Et on veut des prévisions jusqu'à 48 heures. Alors ensuite, on a renseigné la position de l'accident, la date et l'heure, et le type de produit. Donc ici, il s'agit de pétrole brut léger. Alors il faut toujours une confirmation téléphonique pour pouvoir bien préciser s'il y a des choses particulières à prendre en compte. Et donc ensuite, on fournit sur un site web dédié des cartes, des animations comme celles que l'on voit ici. Donc là, on voit qu'à partir du point de déversement qui est en vert, la nappe va dériver vers la côte, là, dans ce cas, parce qu'on a à la fois un courant qui porte vers l'est et aussi des vents d'ouest. On peut aussi fournir des résultats dans des formats spécifiques. On a le KMZ qui permet de l'intégrer dans Google Earth. On a du GPX qui est un format GPS qui permet de l'intégrer dans un certain nombre de logiciels. Et puis du Shapefile qui est utile aussi dans un certain nombre de SIG. Tu as fini, Pierre? Oui, c'est bon. Ouais, tu peux faire D'accord. Ça permet de montrer effectivement la dérive. Je voudrais juste rajouter en fait par rapport à Moti, ce que vous voyez en fait, j'en parlerai aussi par rapport aux autres modèles, ça reste une probabilité de présence de la nappe. C'est pas réellement la nappe réelle qui dérive, puisque quel que soit le volume qu'on va intégrer en entrée dans Moti, en fait, on va avoir le même résultat. Donc ça prend pas en compte l'étalement et la dispersion de la nappe. C'est vraiment une probabilité de présence de la nappe. Tu confirmes bien ça, oui, Pierre? Oui. Alors, du coup, pour la démonstration, avec Pierre, on s'est dit qu'on allait utiliser le même scénario pour pouvoir comparer en fait les résultats pour deux modèles différents. Donc moi, j'ai fait la même démonstration que Pierre, donc au large du Sénégal, et donc j'ai utilisé le logiciel WebGnome. Je vous ai donné tout à l'heure les liens pour accéder en fait à la fois à la récupération des données météo courant en fait. Donc en fait vous êtes sur cette page là, sur la page qui vous permet de télécharger les données vent et courant, sachant que si vous avez vos propres données, vous pouvez également les importer dans WebGnome. Donc là, on va choisir pour les vents qui sont issus de ICOM et pour les courants issus de ICOM, et pour les vents américains GFS qui sont fournis également sur ce site. Donc en fait, on va arriver sur cette page où on va évidemment, on va pas télécharger les vents et les courants pour le monde entier. Ce serait beaucoup trop lourd. Donc en fait, on va sélectionner la zone qui nous intéresse.
autour du point de déversement, soit en dessinant un carré sur la carte, soit si on connaît les latitudes longitudes, on va saisir en fait la latitude la plus à l'ouest, enfin la plus au nord pardon, et la plus au sud, et la longitude la plus à l'ouest et la plus à l'est. Voilà. Donc on télécharge les données et ensuite on va pouvoir s'intéresser à la création du scénario. Donc là, en fait, on va sur le deuxième lien que je vous ai donné, donc qui était sur la première slide de WebGnome, et on va cliquer ici sur en bas à gauche sur Manual Setup, en fait, pour construire notre scénario. Donc on arrive sur cette page qui nous permet de configurer, donc de donner un nom à notre scénario, une heure de début. Donc là, on avait un scénario qui démarrait on l'a fait il y a une semaine ou 2 semaines, le 15 juin à 17h, non, à 12h, pardon. Et donc, en fait, c'est une simulation qui va durer 2 jours avec un pas de temps de 15 minutes. C'est le pas de temps qui est par défaut dans WebGnome. Alors, il y a tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir modifier, notamment les coefficients de diffusion, horizontal, certains paramètres dont je ne vais pas vous parler ici puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par défaut, vous pouvez utiliser voilà, les paramètres qui sont proposés par défaut dans le système. Donc, ce qui est important aussi, c'est de saisir les informations sur la température de l'eau, de la mer, de la salinité, les sédiments en suspension, voilà. Après, il y a des règles en fonction de si on est près de la côte, près d'une rivière ou au large. Donc là, on est à 5 mg par litre en pleine mer. Éventuellement, la hauteur des vagues, mais ça, c'est pareil. On peut aussi laisser le modèle calculer lui-même sans le forcer. On va saisir aussi, donc on va aller chercher le polluant. Donc là, on a choisi un Arabian Light pour ce scénario, donc un brut léger qui va, on va voir tout à l'heure le comportement. On choisit aussi la quantité déversée. Donc là, on a choisi 1000 tonnes. Le nombre de particules, donc ça c'est pareil, vous pouvez laisser par défaut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de particules, en fait, si par exemple on a un déversement qui va durer, là on a pris un déversement instantané, mais on aurait pu avoir un déversement qui dure des heures, des jours, et une modélisation qui va durer plusieurs jours aussi. Et donc dans ce cas, en fait, on va devoir augmenter le nombre de particules, puisqu'on va avoir demande de plus de ressources pour modéliser modéliser la nappe d'hydrocarbures. On va saisir aussi donc la localisation, bien évidemment, du lieu de déversement et voilà d'autres paramètres dont je ne vais pas parler ici, et je vais vous montrer. Donc en fait, vous allez cliquer sur l'onglet qui est juste à droite. Donc ici c'est le globe en fait qu'on voit ici, et vous pouvez visualiser du coup en cliquant sur lecture tout simplement la dérive de la nappe. Donc préalablement, en fait, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'avais intégré aussi les vents et les courants dans le scénario, les vents et les courants que j'avais téléchargés. Et donc là, on peut voir sur la carte à la fois la direction du vent et du courant et la dérive de la nappe. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a du coup superposé dans un SIG la dérive de Motif de Météo France et la dérive de WebGnome. Donc vous voyez ici sur cette carte que on va dans la même direction, mais qu'on a quand même deux vitesses un petit peu différentes. On va dire que Motif est un peu plus lent que WebGnome. Donc alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas utilisé les mêmes jeux de données météo océaniques dans WebGnome et dans Motif. Donc ça peut être un facteur qui explique cette différence. Et puis ça montre aussi que c'est intéressant de modéliser, ça on en parlera tout à l'heure, du protocole, de modéliser différents modèles de transport avec différents jeux de données météo-océaniques pour pouvoir les comparer et ensuite pour pouvoir avoir des tendances, avoir des indices de fiabilité des résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout que voilà, maintenant il y a différents outils qui existent et qui sont disponibles.
Et WebNode va nous permettre aussi, donc je vais lancer la vidéo, va nous permettre aussi d'avoir donc ce qu'on appelle la masse balance, donc c'est comment dire, le vieillissement, l'évolution du comportement du produit. Donc là, on voit que le produit va s'évaporer. On a 366 tonnes sur les 1000 tonnes qui vont s'évaporer quasiment dans les premières heures. Il va y avoir une dispersion naturelle de 18 tonnes, assez peu. Et on va avoir donc toutes les courbes de vieillissement, à la fois sur l'évaporation, la partie flottante, la partie dispersée, la partie sédimentée, la prise d'eau liée à l'émulsification, la densité et la viscosité. Donc toutes ces informations-là, en fait, vont être aussi très utiles lors de la modélisation pour compléter les informations sur la dérive de nappe. Donc voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'intérêt pour nous en fait d'utiliser, analyser les résultats de modèles différents. Donc notre expérience, nous en France, elle est liée en fait aux accidents de l'Erika et du Prestige, donc en 99 et en 2002. Qui a permis de mettre en place en fait cette expérience de ces deux grosses pollutions. Nous ont permis de mettre en place ce qu'on appelle un comité de dérive avec des experts scientifiques et opérationnels. Donc il est composé du CEDRE, de Météo France, de l'IFROMER et du service hydrographique national de la marine, donc des océanographes, des météorologues en fait qui vont se réunir en fait en cas de crise tous les jours, faire tourner différents modèles et fournir des recommandations, analyser les résultats, etc. Donc, ce qu'on fait nous en général, après c'est notre expérience, mais je pense que ça peut être intéressant aussi sans obligation de créer un comité de dérive comme en France, mais en tout cas dans le protocole de penser à utiliser différents modèles. Donc, par exemple, quand on utilise un modèle de transport, c'est d'utiliser avec différents jeux de données, puisqu'on a des données de courants globaux, d'autres plus régionaux, des données de vent aussi qu'on va pouvoir faire varier. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs résultats et aussi comparer les modèles de transport entre eux, ce qu'on a fait avec WebNode et Moti, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer à la fois des modèles de transport différents avec les mêmes jeux de données météo-océaniques ou avec des jeux de données différents. Et tout ça, ça va nous permettre de visualiser des tendances, des grandes tendances et d'être plus confiants sur des résultats et de fournir aux autorités en fin de journée, en gros, tous les experts vont se dire, nous, on pense que c'est cette dérive-là qui est la plus probable par rapport à tous les tests qu'on a fait, et parce qu'on peut pas transmettre toutes les dérives, si on fait tourner 5 modèles, 6 modèles ou 10 modèles, on ne peut pas transmettre toutes les dérives aux autorités, aux opérationnels. Donc en fait, les experts, leur rôle, ça va être de faire un choix sur la dérive la plus probable. Et c'est cette dérive-là, en fait, qui va servir pour les recommandations, pour rechercher, par exemple, pour envoyer des moyens sur zone, pour observer la nappe, pour larguer des bouées sur différentes zones, pour pouvoir recaler les modèles. Voilà. Et à partir de ça, on va créer aussi quotidiennement des cartes synthétiques pour diffuser cette information dans les différents PC de crise pour les opérationnels, avec quelque chose d'assez lisible. On a travaillé aussi sur la sémiologie, sur l'infographie pour cela. Et parfois, ce comité de dérive, il a amené aussi à travailler avec d'autres pays. C'est arrivé, par exemple, lors du Prestige en 2002, où les Espagnols étaient aussi concernés par la pollution. Donc, on a dû, lorsqu'on se réunissait avec les comités de dérive en France, on était aussi en contact avec le centre SACEMAR, par exemple, pour échanger des informations sur les observations. Donc, c'est vraiment cette organisation-là qui est un peu spécifique, mais qui peut être intéressante à mettre en place, en tout cas lorsqu'il y a une pollution conséquente. Je vais repasser la parole à Pierre pour la partie données marines, qui va nous en dire un peu plus que moi, parce que je vous en ai parlé un petit peu au début de la présentation, mais voilà, pour montrer les différentes sources d'informations disponibles. Oui, voilà. Alors, un des éléments clés, comme l'a indiqué Vincent, ce sont les données environnementales. Il faut pouvoir trouver des vents et des courants pour pouvoir faire fonctionner ces modèles de dérive.
Alors pour les courants, on peut avoir accès à des données gratuitement, d'une part par le service Copernicus, qui est un service européen. Donc il suffit juste de s'inscrire, hein, et puis on peut télécharger des données de courant. Alors sur la zone, sur votre zone, là, le principal modèle disponible, c'est un modèle français qui s'appelle Mercator, hein, qui a une résolution au 12e de degré, qui est globale, hein, donc qui couvre toute la zone. On peut aussi avoir accès à des modèles dans WebGNOME. Ce sont des modèles américains, principalement ICOM, donc qui ont la même résolution au 12e de degré. Il existe aussi des données payantes. Ce sont les données de SatOcéan, qui combinent à la fois des données de modèles et des données satellites, mais toujours avec la même résolution. Alors pour les modèles atmosphériques, on a des données gratuites. On a le modèle Arpège de Météo France, le modèle GFS disponible dans WebGNOME directement, et enfin le modèle NavGem, qui est un modèle de l'US Navy, qui est global aussi. Alors il existe des données payantes, hein. On a le modèle IFS, qui est le modèle du Centre européen de prévision météorologique, qui est considéré comme le meilleur modèle au monde, hein, mais bon, actuellement il est payant. Peut-être que dans l'avenir, s'il deviendra gratuit, hein, mais ce n'est pas encore le cas. Et enfin, on a SatOcéan qui fournit des données à partir d'observations satellites. Donc là, ce n'est pas des prévisions, ce sont des observations, mais qui peuvent être assez précises, hein, puisqu'on les a en direct. Alors, dans tous ces modèles, hein, eh bien, il y a des limites, hein, et donc il faut pouvoir les connaître pour ne pas utiliser les modèles n'importe où, hein, notamment lorsqu'on est à proximité immédiate du rivage et qu'il y a des rivières ou des fleuves. Hein, donc là, ça risque de beaucoup moins bien marcher. Hein. En général, on n'a pas les débits des rivières. Hein. Lorsqu'on est dans un estuaire, on a du mélange entre des eaux douces et des eaux salées. La plupart des modèles ne représentent pas ça du tout. Donc on risque d'avoir des prévisions qui sont erronées dans ces zones. Pareil dans les ports. Dans les ports, ben, là, il faut faire une modélisation spécifique qui n'est pas directement accessible dans ces modèles. Il faut vraiment faire une configuration particulière, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Pareil, les effets des vagues. Donc, on voit ici une image en bas à droite sur les rip currents. Donc, c'est les courants qui sont dus aux vagues. Hein, donc, ça, c'est pas représenté non plus dans les modèles dont je vous ai parlé plus tôt. Donc tous ces effets locaux, ben, il faut y faire un petit peu attention. Le modèle risque de marcher un petit peu moins bien si on est vraiment tout près de la côte. Et parfois, même si on a un modèle à très haute résolution, il faut être un peu méfiant parce que les modèles à très haute résolution, ils peuvent positionner des tourbillons de courant au mauvais endroit. Et donc, ça peut aussi générer des dérives erronées qu'on n'aurait pas avec des modèles moins précis. Alors, pour terminer, je vais vous dire 2 mots du système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer, le SIUPM. Donc, c'est un système coordonné par l'Organisation météorologique mondiale. Alors, le but, c'est de fournir une information météo-océanique et une aide en cas d'accident qui aurait lieu en dehors des eaux de responsabilité nationale. Alors, il y a d'une part la fourniture de prévisions météo-océaniques pour aider aux opérations de lutte en mer et d'autre part la mise à disposition de prévisions de dérive. Donc là, tout le globe est couvert. Hein. On a des coordinateurs météo-océanographiques qui ont été désignés. Donc il y a des zones spécifiques qui ont la même répartition géographique que le SNDSM. Donc ça s'applique essentiellement pour les eaux internationales, mais ça peut aussi être étendu aux eaux nationales si on a une demande du pays concerné. Donc là, la carte qui est montrée sur la diapo suivante indique ces différentes zones de responsabilité. Donc vous voyez que sur votre zone, on a deux coordinateurs. On a la France sur la partie qui va de la Mauritanie jusqu'à
la République démocratique du Congo. Et puis, on a l'Afrique du Sud qui gère la partie la plus au sud à partir de l'Angola. Donc, alors comment ça marche? Eh bien, ça fonctionne au travers des services météorologiques nationaux. Donc, il faut s'adresser à votre service météorologique national qui va contacter le coordinateur météorologique de zone. Donc, c'est soit Météo France pour la partie au nord, soit l'Afrique du Sud pour la partie la plus au sud. Donc là, il y a une procédure spécifique pour ça. Et ensuite, le coordinateur météorologique va fournir des prévisions de dérive de nappes de pétrole. Donc ça, c'est un système qui est utilisé pour les accidents qui sont à une certaine distance des côtes, généralement. Merci beaucoup pour ces présentations. Avant de conclure ce webinaire, on va poser 3 petites questions finales auxquelles vous pouvez répondre encore une fois dans le chat. Normalement, la première question est publiée. Comment solliciter le système MOTI? Première option, contacter le service météorologique SIUPM ou alors appeler Météo France. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Nous avons quelques réponses. Avec une majorité pour contacter le service météorologique SIUPM. Voilà, donc effectivement, il faut passer par votre service météorologique national pour pouvoir accéder à ce service. Deuxième question. Quelles sources de données environnementales sont pertinentes pour la région africaine? On a Copernicus pour le courant, IFS pour le vent ou Arpège pour Vent Météo France. Nous avons une majorité de réponses pour Copernicus. Alors en effet, Copernicus, c'est pertinent pour la région africaine et c'est gratuit. IFS, c'est aussi pertinent, mais c'est payant. Et Arpège, c'est aussi pertinent et c'est gratuit. Donc les 3 réponses étaient bonnes. C'était un piège. Alors juste une remarque sur IFS, en fait, je vous ai parlé de Wheat Oil au tout début de la présentation. Et alors, visiblement, en fait, IFS serait disponible via Wheat Oil, hein, sauf que j'ai fait quelques tests hier et pour l'instant, dans la zone, ça n'a pas fonctionné. Mais donc, je pense que dans le futur, ça devrait être disponible et possible. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Merci. Merci. Dernière question. Quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de l'utilisation des modèles? Dans un premier temps, modéliser dans un port ou trop proche du littoral. Deuxième temps, faire tourner le même modèle de transport avec plusieurs jeux de données météocéaniques. Et troisième option, faire tourner différents modèles de transport et les comparer entre eux. Alors nous avons une majorité pour faire tourner différents modèles de transport et les comparer entre eux. Oui, bah, c'est une bonne réponse. C'est pas la seule, mais effectivement, ça permet en tout cas de définir des tendances et
d'être plus confiant sur certains résultats. À partir du moment, en fait, on va pouvoir avoir des résultats issus de différents modèles et aussi du même modèle avec différents jeux de données météo-océaniques, puisqu'on Pierre l'a montré tout à l'heure, en fait, il y a tout un jeu de données maintenant disponible et accessible pour certains gratuitement et assez facilement. Donc voilà, il faut pourquoi se priver de les utiliser, du coup. C'est tout bon pour nos quiz. Nous pouvons passer à la conclusion. Est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez la slide? Oui, ok. Oui, donc pour conclure, j'ai remis en fait, on a remis les différents liens qui vous permettent d'accéder à vous-même à WebGnome. Donc à la fois pour télécharger les données météo-océaniques et ensuite pour configurer votre scénario. Donc vous pouvez vous entraîner, c'est assez simple à utiliser. Il y a une aide en ligne aussi pour le faire. Un lien aussi pour Adios 2. Donc si vous avez besoin uniquement du modèle de vieillissement de comportement, vous pouvez l'installer sur votre l'intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser sans connexion internet, hein, parce que WebGnome, même s'il a un module de vieillissement, vous devez avoir une connexion internet pour l'utiliser. Ensuite, donc il y a un lien aussi pour les informations sur Moti, enfin sur comment activer Moti via le réseau MPERS. C'est important aussi de dire que qu'il faut prendre du recul sur les résultats de ces modèles, mais ça on l'a suffisamment insisté sur différents points lors de la présentation. Donc c'est un outil d'aide à la décision, mais effectivement il faut toujours, c'est pas quelque chose de magique, hein, donc comme toutes les prévisions météo, comme toutes les prévisions en général de modèles, il faut les prendre avec des pincettes, avec précaution. Toujours important de valider sur des cas réels et aussi de recaler sur les observations, à la fois observations qui sont faites par des avions, des navires, des satellites, pour pouvoir se conforter les résultats des modèles ou voir les recaler. Comparer les différents modèles, on en a parlé suffisamment, et également ne pas hésiter à s'entourer de différents experts météo-océaniques, d'opérationnels. Donc la communication est importante entre opérationnels et experts pour pouvoir fournir des recommandations les plus fiables possibles. Voilà ce qu'on peut dire pour conclure. Merci beaucoup. J'invite l'audience à poser des questions sur le chat. Nous avons déjà une première question. Est-ce possible de déterminer la probabilité de présence des produits dérivés sur le littoral avec WebGnome? Alors, pardon, vous m'entendez? Oui. Alors, avec WebGnome va permettre c'est un modèle déterministe, hein, j'ai parlé des différentes catégories de modèles, donc on va pouvoir déterminer un scénario, un jour donné, avec un déversement donné, et donc on va avoir un résultat. La probabilité de présence, en tout cas je pense que la personne parle des statistiques, des modèles stochastiques, nécessite en fait un logiciel spécifique pour cela. Donc non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas possible avec WebGnome. Ou alors, il faudrait en faire tourner. Et puis en plus, il n'y a pas les données historiques et archivées sur les années passées dans WebGnome. Donc c'est vraiment un outil opérationnel pour le moment présent, pour la gestion de crise. Merci beaucoup. On peut peut-être attendre 1 minute ou 2, voir si d'autres questions sont posées. Et puis sinon, nous sommes dans les temps, donc on pourra conclure. Pas de questions de la part de notre public?
Ok. Et bien du coup, je vous remercie tous les deux et je remercie à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. La présentation sera disponible sur le site du GI WACAF pour ceux qui veulent réutiliser les liens et retrouver le programme du webinaire. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ah, nous avons une petite question. Question surprise. Pour une planification, on peut tout de même utiliser WebGnome? Oui, alors de toute façon, même pour une planification, même dans les, comment dire, quand on fait des études, comment dire, des études statistiques, on va aussi faire tourner des modèles déterministes, c'est-à-dire qu'on va identifier les scénarios les pires entre guillemets en termes de localisation, de quantité, de saison, etc. Donc oui, on va pouvoir utiliser WebGnome en essayant d'identifier les scénarios majorants, en tout cas les plus à risque pour le littoral, avec les conditions météo océaniques les plus défavorables. En fait, on va pouvoir avoir des informations, par exemple, sur la durée d'arrivée minimum de la nappe à la côte, d'autres informations. Donc, mais il va falloir multiplier, du coup, les différents scénarios. Mais ça peut être un élément intéressant, bien sûr. Je ne sais pas si c'est assez clair. Merci beaucoup. Ok, je pense qu'on peut boucler ce webinaire. Je vous remercie encore à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.